Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créée et animée par André Loez. Je vous rappelle que vous retrouvez tous les épisodes du podcast et les références citées pendant l'émission sur le site paroledhistoire.fr et sur la chaîne YouTube de Parole d'Histoire. Aujourd'hui, nous parlons de Jules Michelet. Je rappelle que dans une émission précédente, numéro 169, on avait discuté avec Camille Creighton, qui interrogeait la postérité de l'historien, mais on plonge aujourd'hui au cœur d'une de ses œuvres les plus singulières, les plus fortes, La Sorcière, 1862, et j'ai le plaisir de recevoir Paul Petitier. Bonjour. Bonjour André Loez. Vous êtes professeur à l'Université Paris-Cité, spécialiste de Michelet, dont vous avez édité les livres majeurs, notamment l'histoire de la Révolution française en Pléiade, et vous venez donc de publier aux éditions du CNRS La Pensée sorcière, Michelet 1862, un livre que j'ai trouvé absolument splendide, un grand plaisir de lecture et plaisir intellectuel par toutes les correspondances que vous retracez entre le texte de Michelet, sa vie, le contexte, les œuvres de l'époque, les problèmes politiques, sociaux, religieux de l'époque. Ça m'a énormément intéressé. Et peut-être pour commencer, je voulais interroger un peu le statut à la fois du livre de Michelet et de votre livre. J'ai l'impression que ce sont des livres inclassables, pas tout à fait livres d'histoire, pas non plus pur objet littéraire, mais quelque chose qui se situe à mi-chemin de l'histoire, de l'évocation littéraire, de la pensée politique. Est-ce qu'on peut classer La Sorcière? Est-ce qu'on peut classer votre livre? Merci beaucoup d'abord de ce que vous avez dit sur mon livre. Je crois que c'est aussi pour ça que je l'ai intitulé La Pensée sorcière. Parce que c'est cette idée que Michelet développe une pensée qui est inclassable, en tout cas selon nos critères actuels de discipline, de méthode, de catégorie. Et que, oui, j'essaye en tant que littéraire, puisque ma formation initiale est la critique littéraire, d'explorer ces dimensions de ce qu'on appelle aujourd'hui interdisciplinarité, mais qui est déjà un terme un petit peu trop peut-être figé, pour voir comment la transgression de nos formes de pensée, apprises, peut permettre d'explorer des terrains inconnus. Alors c'est d'autant plus intéressant pour La Sorcière de Michelet, qui est un livre, j'ai trouvé en le lisant pour préparer l'émission, un livre qui n'est pas évident, il définit jamais la sorcière, on ne sait pas toujours ce dont il parle, je trouve que c'est un livre qui résiste à beaucoup d'endroits à l'interprétation, on se demande parfois vraiment ce qu'il veut dire, à quoi il fait allusion, et du coup, est-ce que vous avez ce sentiment d'un texte qui résiste, et en tout cas où il faut déployer beaucoup d'efforts, d'intertextualité notamment, pour essayer de comprendre comment ça s'emboîte? Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est un texte difficile et passionnant à proportion de sa difficulté. Tout de même, je trouve, pour ma part, j'ai toujours trouvé, mais comme la plupart des lecteurs, que la première partie était sans doute la plus frappante et d'un abord relativement, malgré tout, attirant, parce que il y a ce dont on parlera peut-être plus tard, mais cette idée de raconter l'histoire d'une sorcière qui aurait traversé les siècles, et ce fil conducteur va tout de suite donner à l'exposé de Michelet le caractère d'un récit, et d'un récit tout de même assez captivant à cause du génie qu'a Michelet de faire vivre des scènes devant l'esprit de son lecteur. La deuxième partie, ça j'avoue qu'elle est plus ingrate, qu'elle est tout à fait d'un autre style, et j'ai essayé aussi d'interroger cette disparité dans mon livre et d'en montrer le sens et de réhabiliter aussi cette deuxième partie. Mais j'imagine que sans commentaire, c'est d'un accès moins évident. Alors on va revenir sur le contexte et tous les éclairages qu'on peut donner à ce livre. Il faut dire, et vous l'expliquez bien dans l'introduction, que c'est un livre qui est en résonance très forte avec beaucoup de regards et de lectures contemporaines. C'est un livre qui a été redécouvert surtout à partir des années 1960, de Roland Barthes, et puis ensuite de tout le mouvement féministe, notamment aux États-Unis, qui s'est emparé de la sorcière. Et du coup, il y a des avatars modernes de la figure de la sorcière. On pense au livre je crois que c'est Silvia Federici, au livre de Mona Chollet, qui ont fait beaucoup débat, généralement que les historiens mettent beaucoup à distance en disant qu'elle raconte souvent n'importe quoi sur les sorcières réelles de l'histoire, mais qui s'inscrit vraiment dans ce que vous appelez un mythe moderne de la sorcière. Donc c'est un livre qui dialogue avec le présent. Oui, c'était le point de départ et c'était vraiment mon souhait de rattacher ce livre à ce qui nous préoccupe actuellement, et aussi de réactiver, si je puis dire, de recharger, pour employer un vocabulaire d'Alphonse Dupron, de recharger d'un point de vue à la fois polémique et épistémologique la valeur du livre de Michelet.
La figure de la sorcière intéresse beaucoup les jeunes générations. En tant qu'enseignante à l'université, j'ai donné un séminaire sur justement les sorcières du 19e siècle et j'ai pu constater vraiment une forme d'intérêt qui dépassait de loin le simple pittoresque de Harry Potter, je dirais, autour de la sorcellerie. Alors peut-être qu'Harry Potter a joué aussi à sa manière. Là, Harry Potter n'est pas une femme. Harry Potter n'est pas une femme. Alors il y a des figures de sorcières, de jeunes sorcières dans Harry Potter, mais ce qui m'a frappée, donc, c'est cette promotion actuelle de la figure de la sorcière, qui visiblement est un très bon conducteur pour faire passer les thèses les plus extrêmes du féminisme. Vous parliez de Silvia Federici, pour imprégner par capillarité, je dirais, une génération, alors filles ou garçons, et les garçons aussi étaient tout à fait intéressés par ce thème, d'une manière finalement peut-être plus consensuelle donc que des positions plus radicales du féminisme. Alors on va évidemment essayer de comprendre d'où viennent ces correspondances, d'où vient cette imprégnation dont Michelet est une des origines les plus fortes. Pour ça, il faut contextualiser, vous le faites très très bien dans le livre. Je voulais vous poser une première question toute simple, biographique. Qui est Michelet en 1862 dans sa vie personnelle et professionnelle, mais professionnelle en fait très, très entravée depuis une dizaine d'années? Voilà. Donc Michelet se définit lui-même comme un exilé de l'intérieur, c'est-à-dire qu'il est un opposant au Second Empire. Il a perdu ses deux postes en 1851, début 1852, au moment où le régime issu du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte va exiger des fonctionnaires un serment de fidélité qu'il ne prêtera pas. Et par le fait même, il va perdre son poste de directeur de la section historique des archives, qu'il occupait depuis 1830-31, et il va perdre sa chaire au Collège de France. Alors, il était déjà, suspendu, puisque son enseignement avait été jugé depuis 1851, un enseignement trop subversif, contestataire, pour qu'on lui laisse la parole. Mais il perd ses traitements aux archives, son traitement des archives et son traitement de professeur du Collège de France. Or, ce n'est pas quelqu'un qui a un solide socle de fortune personnelle. Donc, entre autres, ça va occasionner une sorte d'inflexion dans sa production écrite. À côté de l'histoire de France qu'il termine, il écrit les volumes consacrés à l'Ancien Régime pendant le Second Empire, mais à côté de cela, pour des raisons économiques, il va se lancer dans l'écriture de ce qu'il appelle des petits livres, c'est-à-dire des livres destinés à un public plus large que les volumes de l'histoire de France. Des livres qui peuvent être vendus dans les gares, qui se multiplient dans les kiosques Hachette, qui se multiplient à la même époque. Tout à fait. Donc il écrit plusieurs livres d'histoire naturelle qui sont très intéressants et qui ont du succès, qui lui donnent aussi des liens avec le mouvement de défense des animaux. Et puis il écrit des essais, plus d'éducation. Il aurait dit cela, mais là encore c'est inclassable, donc ça m'est très difficile de trouver des termes pour les caractériser. Donc des livres comme L'Amour, qui a un très gros succès en 1858, qu'il prolonge par La Femme, et puis qui suscite des débats et des protestations féministes, il faut bien le dire, et puis La Sorcière et quelques autres. Donc ce sont des livres dans lesquels il élargit en somme son regard au-delà de l'histoire universitaire, disons. C'est aussi quelqu'un qui s'est remarié avec une épouse plus jeune, qui joue un grand rôle notamment dans l'écriture de ses livres d'histoire naturelle, Athénaïs Mialaret. Voilà, donc une passion qui naît chez lui au moment de l'immense, au moment du traumatisme causé par juin 1848 et ce très rapide tournant de la Deuxième République qui va ramener les idées conservatrices avec les élections qui amènent une majorité conservatrice et qui vont déboucher à terme sur la suppression des ateliers nationaux et le drame des journées de juin 1848. Et donc Michelet exprime dans son journal, dans sa correspondance, son abattement. Et en novembre, débarque de Vienne une jeune fille de 20 ans qui lui réclame en somme une sorte de protection paternelle et Michelet en tombe
presque immédiatement follement amoureux, et elle conservera pour lui une forme de... il conservera pour elle une forme de fascination jusqu'à sa mort. C'est vraiment sa muse, c'est vraiment... plus que sa muse, je dirais que c'est l'être avec lequel il rêve de constituer un androgyne. On pourra revenir sur son rôle. Je rappelle qu'on en avait parlé un peu avec Amy Creighton parce qu'elle avait, dans son livre, contribué à montrer à quel point le personnage de veuve funeste avait été construit par la postérité de manière tout à fait injuste envers le rôle qu'elle avait joué. Du coup, en 1862, c'est quelqu'un qui n'est plus cet historien reconnu institutionnellement et qui du coup prend des chemins un peu plus détournés, un peu plus subversifs. Alors du coup on peut parler sans doute de la jeunesse du livre. Il y a beaucoup de choses qui entrent dans cette jeunesse du livre. Notamment, je voudrais vous poser la question de l'arrière-plan religieux et spirituel. C'est aussi une période où les grandes désillusions politiques de 1848-1851 ont conduit pas mal de gens à se tourner vers le monde du fantastique, du surnaturel, vers le spiritisme. C'est le moment où Victor Hugo fait tourner les tables, etc. Et du coup, on est dans un moment d'intérêt, au-delà de Michelet, pour l'invisible, le surnaturel, le mystérieux, un petit peu pour compenser aussi ces désillusions politiques. Oui, pour les compenser, peut-être aussi d'une manière plus, plus structurelle. J'ai juste esquissé cette hypothèse, c'est-à-dire que dans des moments de censure, d'une certaine manière, il faudrait le vérifier, mais est-ce que cette censure, cette espèce de couvercle qui pèse sur les esprits ne conduit pas à un intérêt renforcé pour tout ce qui peut être circulation, invisible des idées, des esprits ? Mais il est certain que le spiritisme, alors là, il y a le beau livre de Guillaume Cuchet sur la question qui étudie bien cette diffusion du spiritisme. Le moment où Michelet s'intéresse à la sorcière, c'est aussi celui où Victor Hugo fait tourner les tables à Guernesey et où l'intérêt pour le rêve se développe. Je pense là à Alfred Maury, qui s'est intéressé aussi à la magie et à la sorcellerie presque au même moment que Michelet, et qui aussi est connu comme un des pionniers de l'étude du rêve, qui notait ses rêves. Et là, c'est Jacqueline Carrois qui en a bien parlé. C'est aussi le moment où le catholicisme est sans doute à son point le plus féminin, avec les apparitions mariales, l'apparition notamment de Lourdes des années 1850, je crois que c'est 1857. On est à un moment où le catholicisme prend un visage féminin. Du coup, la sorcière, c'est pas tout à fait un hasard si ce personnage anti-catholique, par beaucoup de côtés, on va y revenir, surgit sous la plume de Michelet. Oui, bien sûr, la féminisation du catholisme a joué un rôle et a fait en sorte que pour des républicains comme Michelet, c'est apparu aussi comme une menace, sur l'évolution de la société, parce que les femmes sont ces femmes catholiques, ces femmes qui souhaitent d'ailleurs, je veux dire, il ne faut pas voir ça seulement sous un angle, c'est aussi une manière pour les femmes d'affirmer leur... alors, comme on dit actuellement, leur agentivité, leur esprit d'initiative, pourrait-on dire, et leur désir d'indépendance, que de s'investir dans le catholicisme, y compris, pourrait-on dire, sous la forme de ces apparitions, qui témoignent de leur... peut-être qu'on pourrait interpréter comme une façon d'affirmer leur place dans la vie spirituelle de l'Église. Et Michelet, mais il n'est pas le seul. Alors peut-être qu'on parlera de l'anticléricalisme très fort de Michelet, mais dans ce contexte, je pense que la sorcière va être une figure de femme justement en révolte contre le catholicisme, contre le christianisme, qui s'oppose à qui fait écho, mais en s'opposant à cette tendance-là. Dans la jeunesse du livre, il y a aussi tout un jeu d'allusions et tout un jeu d'inspiration des sorcières qu'on trouve dans les littératures romantiques dès les années 1820-1830. Vous citez Mérimée, Eugène Sue, Alexandre Dumas, par certains côtés Esmeralda chez Victor Hugo. Autrement dit, il y a déjà une forte présence de figures qui y ressemblent, mais c'est à la fois en continuité avec ça, mais c'est pas tout à fait la sorcière de Michelet. Donc il y a des reprises et aussi des décalages par rapport à ce corpus. Oui, je crois que Michelet, c'est toujours, évidemment, sa réputation d'historien était en jeu. Il s'est toujours défendu il a toujours affirmé une certaine distance par rapport à la littérature de son temps, par rapport à Victor Hugo, qu'il considérait comme trop artiste. Mais en même temps, je suis persuadée, parce que ses textes en portent l'écho, qu'il est attentif et il est un lecteur notamment des romantiques de son temps. Et là, c'est indubitable que la littérature romantique française, d'ailleurs
ailleurs aussi, en Allemagne et en Angleterre, s'est intéressé à cette figure de la sorcière, je dirais assez logiquement, dans la mesure où la culture populaire était revalorisée par le romantisme, où il s'agissait de chercher dans les légendes et les croyances une nouvelle forme d'inspiration. Les auteurs romantiques se sont emparés de cette figure avec, le point de vue hybride qui est le leur, qui est qu'ils sont des fils du XVIIIe siècle. Et bien sûr, il ne s'agit pas de retomber dans une vision obscurantiste de la sorcellerie, que chez Victor Hugo, par exemple, le personnage d'Esmeralda donne lieu à une dénonciation de superstition, de l'obscurantisme, mais aussi de la sorcellerie, ou en tout cas de l'accusation de sorcellerie comme instrument de domination et de répression à la fois des femmes et des misérables, et des pauvres. Donc le romantisme construit déjà les linéaments d'une forme de réhabilitation de la sorcière et d'analyse de la fonction du personnage et des mécanismes de la persécution. Donc ça, il est certain que Michelet en est l'héritier. Héritier ou dialoguant aussi avec 2 livres dont vous soulignez l'importance. D'un côté, le livre de George Sand, paru en 1849, La petite Fadette, Petite fille d'une sorcière, c'est le titre du livre de Vincent Robert que vous mentionnez. Et puis le Merlin l'Enchanteur d'Edgar Quinet. Oui. Donc il y a 2 sources, on pourrait dire, complémentaires. Peut-être qu'on peut éclairer. Alors Michelet est je cherche le terme, c'est pas vraiment ami, c'est plus que connaissance, un admirateur de George Sand qui le laisse perplexe, parce que comme je le disais, il n'est pas féministe au sens où nous, maintenant, nous entendrions ce terme. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas dire des choses intéressantes sur le féminin, la place des femmes dans la société et l'histoire des femmes. Mais la petite Fadette, et il connaît les textes de George Sand de cette époque, et il en suit beaucoup aussi les adaptations au théâtre, parce qu'on a tendance à oublier qu'au XIXe siècle, l'adaptation théâtrale est une forme de diffusion du roman. Pratiquement pas tous, mais une grande partie des textes que nous lisons actuellement uniquement en roman étaient représentés sur la scène. Donc il y a cette petite Fadette qui est importante parce que George Sand va vraiment rattacher la sorcellerie à la pensée populaire, les mentalités populaires, pour justement se démarquer d'une lecture en termes de condamnation de la superstition. Elle va montrer qu'il y a une sorte de noyau. Elle le fait dans Jeanne aussi. J'en ai pas parlé beaucoup dans ce livre, mais Jeanne, un roman de 1840, va déjà mettre en scène une héroïne qui habite dans l'actuel département de la Creuse au début du XXe siècle et qui peut être vue comme une sorcière ou en tout cas une femme qui serait charmée, disent les habitants de la région. C'est un roman très intéressant, Jeanne. Donc il y a tout cet ancrage de la sorcière dans un terreau qui serait le terreau de l'ethnologie, de l'ethnologie que le XIXe siècle commence à créer, à développer. Et puis, donc de l'autre, le grand ami de Michelet, Edgar Quinet, qui a publié quelques années avant La sorcière, Merlin l'Enchanteur, une épopée, comme Quinet essayait d'en écrire, on avait déjà écrit plusieurs, qui fait de Merlin le personnage en quelque sorte emblématique de l'histoire, du cours de l'histoire. C'est une sorte d'allégorie dans laquelle le personnage de Merlin incarnerait à la fois, le génie celte, alors pas avec, pas d'une manière trop étroite, mais la philosophie de l'histoire ou le cours de l'histoire jusqu'au XIXe siècle. Et on peut penser que Michelet a puisé chez Quinet cette idée que la sorcière peut donner aussi lieu à une lecture historique sur le long terme. On ne peut pas s'empêcher de penser que c'est une manière extraordinairement détournée d'affronter l'histoire contemporaine. On est sous le Second Empire, et c'est comme s'il fallait passer par Merlin l'Enchanteur, par La sorcière ou par les livres d'histoire naturelle, on peut sans doute en dire un mot, pour parler du présent, parce que ce présent, politiquement, il est étouffant.
Mais c'est une caractéristique de la littérature du Second Empire, liée encore une fois à la censure quand même. Ça se desserrera un peu après 1860 avec le tournant relativement libéral que va prendre le Second Empire. Mais on pourrait citer des dizaines de textes écrits à cette époque-là, dont le sens politique est d'une certaine manière déplacé, voire crypté. Il y a eu des études très intéressantes de Baudelaire pour montrer que Baudelaire n'est pas un poète dépolitisé, quoi qu'il en ait dit. Et que lui qui commence à écrire Les Fleurs du Mal vers 1800, à la fin des années 1840, lorsqu'il les reprend, il va passer une couche effectivement de gaz supplémentaire sur le sens politique, mais il n'est pas du tout impossible de rattacher ces textes à un discours sur le Second Empire. Donc oui. Alors, après, évidemment, après 1870, on passera dans un régime tout à fait différent d'expression. Sous ce régime très contraint du Second Empire, les livres d'histoire naturelle, vous le montrez, sont des livres à la fois populaires, à la fois écrits en couple avec Athénaïs, et aussi des livres qui ont une portée politique très forte, très actuelle aussi, parce que c'est des défenses de la nature, des critiques de la sauvagerie, l'accaparement humain, notamment de la mer. Il y a des passages très forts que vous citez qui vont dans ce sens-là. Autrement dit, c'est à la fois un déplacement vis-à-vis du politique au sens banal du terme, mais il y a une forme de réinvestissement de ses convictions dans ces livres qui parlent de l'insecte, de la mer, de la montagne. Oui, les livres d'histoire naturelle, même si on peut très bien les lire, alors on peut les lire comme des poèmes en prose, le début de la mer, la première partie de la mer, première et la deuxième partie, sont absolument magnifiques de déploiement des formes vitales. Et en même temps, si la perspective, intrigue, on peut y voir un discours politique. Alors, c'est un discours politique, qui va de la simple, du clin d'œil. Dans l'oiseau, Michelet va comparer le corbeau à l'aigle. Il va tenir un discours très, très péjoratif sur les rapaces. Et on comprend bien qu'il y a là l'inscription d'une critique du Second Empire, évidemment, des Napoléonides, dont l'aigle est l'emblème. Mais beaucoup plus profondément et de manière beaucoup plus intéressante, ces livres d'histoire naturelle amènent soudain l'historien très anthropocentré qu'était Michelet avant, à se rendre compte que l'histoire humaine fait partie d'une histoire plus générale. Alors, on ne va pas faire de lui le préfigurateur de l'Anthropocène, il ne faut pas raisonner en ces termes. En même temps, François Jarige a bien montré que la dénonciation de l'exploitation de la nature, elle commence bien avant le moment où nous vivons, et que dès la fin du XVIIIe, dès l'amorce de la révolution industrielle, on a des lanceurs d'alerte, simplement. On ne les écoute pas, Alors, Michelet, donc, a une période où, ailleurs, et sur le continent américain aussi, des auteurs se mettent à développer cette idée que les humains sont une force de destruction de la nature. Donc, vous faisiez peut-être allusion au passage sur les massacres des baleines, que la technique, qui est évidemment, sans cesse affinée et par l'exploitation industrielle des avancées de la science, devient vraiment une manière d'affirmer une emprise destructrice sur la nature et aussi un point de vue utilitaire sur la nature. Et puis, donc, sur l'impact, l'influence que l'exploitation humaine peut avoir sur le monde naturel. Du coup, ces réflexions sur le monde naturel de la deuxième moitié des années 1850 nourrissent aussi le livre de 1862 sur la sorcière, puisque la sorcière, vous le montrez, je crois que c'est le chapitre 3, a une affinité très forte. Il y a l'idée d'une affinité féminine avec l'univers végétal. Et du coup, il y a vraiment un glissement d'une série de textes à l'autre. Oui. Alors là, on arrive, je dirais, à des points névralgiques parce que on peut avoir l'impression, quand on ouvre La sorcière, que Michelet ne ferait que reconduire un point de vue essentialiste sur la femme. D'ailleurs, il dit la femme, alors que maintenant, c'est une façon de s'exprimer qui est plutôt récusée à juste titre par le féminisme. Bon, en même temps, si vous voulez, il
il dit la femme. Il faut le remettre en contexte. Enfin, son introduction affirme que l'esprit féminin aurait, en somme, des facultés, des dons qui seraient différents de l'esprit masculin. Alors là encore, je suis bien consciente que si on s'arrête là, ça peut être urticant donc pour nos manières modernes de penser. Mais ce qui est important, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que ça n'est pas physiologiquement, d'une certaine manière, que la femme a une manière de penser différente. La sorcière va être un livre qui va montrer que cette manière de penser différente, elle tient justement à la place que la femme a eue. Alors, quand je dis la femme, là, c'est-à-dire les femmes en général, ont eu alors lui, il assigne cela au monothéisme, et donc à l'ère chrétienne. Donc, les femmes ont été écartées selon lui, de manière donc tout à fait préjudiciable de ce monde chrétien. Et ce qui fait qu'elles ont eu, à travers elles, s'est développée une autre relation avec la nature et une autre manière de penser. Et donc, son objectif est, me semble-t-il, dans La sorcière, lui-même adhérant à cette manière de penser alternative, à travers donc ce féminin quelque peu donc mis en avant à travers ce génie de la femme, de montrer comment ça correspond aussi à une vision alternative du monde et de la science. Ce en quoi certains, il y a des livres actuellement qui montrent qu'est-ce que les femmes ont changé à la science, par exemple. Donc la question n'est pas non plus étrangère à notre temps. Peut-être pour terminer cet effort de contextualisation et essayer de nouer tous les fils, celui du surnaturel, celui de l'intertextualité avec les romantiques, avec Quinet, etc. Il y a évidemment la place aussi vis-à-vis de sa grande œuvre qui est l'Histoire de France. Et c'est une place très singulière. Il y a à la fois la reprise de certains motifs, et en particulier cette action féminine, vous citez Jeanne d'Arc. Et il y a aussi pour lui une sorte de respiration au moment où il a terminé le tome sur Louis XIV, qu'il a accablé. Il était plongé dans un XVIIe siècle étouffant. Et d'une certaine manière, c'est une façon d'en sortir. D'en sortir tout en réutilisant des morceaux de l'histoire moderne qu'il est en train de composer qui ont trait à des procès de sorcellerie. Oui. Vous l'avez très bien résumé. Donc, il y a un lien très très fort avec l'histoire de France, puisque la deuxième partie de La sorcière reprend des chapitres qui ont été rédigés pour des volumes de l'histoire de France. Oui, c'est un livre de collage en quelque sorte. Il y a du collage et de la reprise. Enfin, c'est un livre qui a un statut très très formellement très particulier. Exactement. Donc, pourquoi est-ce qu'il y avait des chapitres sur la sorcellerie dans les livres d'histoire de France, qui est assez quand même surprenant aussi d'une certaine manière, parce que même si le sujet a intéressé d'autres personnes que Michelet, même avant lui, le fait de l'intégrer à un récit qui est quand même un récit général est déjà en soi une particularité. Alors ça tient au fait que Michelet veut toujours faire l'histoire des mœurs en parallèle avec l'histoire politique. Il veut faire une histoire totale, ça c'est bien connu, qui intègre le plus possible de dimensions de l'activité humaine, et que là encore c'est un élément de contexte, sous le Second Empire, on est à un moment où beaucoup d'historiens, notamment d'historiens de l'Académie des sciences morales et politiques, vont construire le mythe du classicisme français. Construire le mythe de la gloire de Louis XIV. Et Michelet est tout à fait donc hostile à cette entreprise de fabrication, fabrique du classicisme. Donc, je reviens à l'histoire de France. Dans les volumes qu'il écrit à ce moment-là, pour lui, il s'agit de démystifier le grand siècle, comme on appelle le XVIIe. C'est bien connu que pour lui, le grand siècle, ce sera le XVIIIe. Donc, démystifier le grand siècle, montrer que à côté des ors de Versailles, il y avait une fermentation douteuse qui se manifestait notamment à travers les affaires de sorcellerie, la chasse aux sorcières, et de bien montrer que cette chasse aux sorcières, c'est pas seulement et maintenant les historiens diraient ça n'est pas le Moyen Âge, mais c'est la période moderne.
Donc il y a cette volonté de faire de la sorcellerie le contrepoint, hein, le côté obscur de l'éclat de la période de la monarchie absolue, disons. Donc, en 1862, vraiment frustré par le fait d'avoir à écrire cette période monarchique dans laquelle il ne retrouve plus le peuple, qui a pourtant été l'inspiration des premiers tomes de son histoire. Mais là, il lui semble que XVIIe siècle, et puis en débordant, disons 1550, 1750, l'historien ne peut pas mettre en avant facilement le peuple dans l'histoire. Alors, il n'a pas encore les méthodes qu'on a connues depuis qui font que, bien sûr, qu'on peut retrouver les éléments de la vie du peuple à cette époque. Mais lui, il souffre de ne pas trouver de mouvement populaire. Bien. Donc voilà, à partir de ces chapitres qui sont des chapitres destinés à discréditer la monarchie, il va, dans un mouvement régressif, réinventer, en somme, la préhistoire populaire de cette chasse aux sorcières, de ces affaires de possession ou de sorcellerie des siècles classiques. Avec un phénomène très paradoxal dans sa propre écriture, c'est que ça l'oblige à revenir sur un Moyen-Âge sous un autre versant. Il avait décrit plutôt sous des manières exaltées la construction des cathédrales et une vision lumineuse du Moyen-Âge. Et là, il décrit à un moment le Moyen-Âge comme un long bâillement, comme une torpeur, comme une obscurité, en retrouvant les accents qu'il avait déjà dans le livre sur la Renaissance, en disant voilà, la Renaissance clôt une période obscure. Et autrement dit, le rapport de Michelet au Moyen-Âge est beaucoup plus ambivalent que ce qu'on en dit parfois aujourd'hui. On le résume, voilà, un peu l'inventeur d'un Moyen-Âge obscur pour mieux exalter la Renaissance. Là, il est dans un entre-deux. Le Moyen-Âge, c'est à la fois cette période de torpeur, mais aussi cette période très créatrice qui rend possible des sorcières très libres. Il y a quelque chose de très ambivalent dans la manière dont il relie le Moyen-Âge, sur lequel il a écrit 20 ans avant. Vous avez pleinement raison. Oui, alors il y a des Moyen-Âge de Michelet. Jacques Le Goff y a consacré un texte très intéressant en introduction des œuvres complètes de Michelet chez Flammarion. Donc l'interprétation du Moyen-Âge de Michelet, elle est complètement tributaire en fait de la courbe politique du XIXe siècle. Dans les années 1830, Michelet est séduit par le christianisme, même si ce ne sont pas, c'est forcément sa tasse de thé idéologique et politique, mais il est tout de suite sensible à la créativité de cette période. Vous avez employé vraiment le bon terme, Et ces premiers livres vont être très sympathiques au Moyen-Âge, aux capacités d'invention religieuse, esthétique, culturelle du Moyen-Âge. Et c'est aussi dans la perspective où il est confiant dans, les capacités de transformation du catholicisme. C'est-à-dire qu'à cette époque, il pense que le catholicisme va être dépassé par... alors soit parce qu'il va évoluer considérablement, soit parce qu'une religion nouvelle, entre guillemets, va émerger dans le prolongement du christianisme, une forme de religion nouvelle. Et puis, je dirais que la politique et le rôle de l'Église et la reconquête catholique du 19e vont... Et puis, les événements politiques, les prises de position de l'Église pendant la Seconde République et le fait que pendant toute la première décennie du Second Empire, elle ait été un soutien du régime. Donc, il faut le comprendre par rapport à ça. Soudain, le catholicisme lui apparaît comme un frein à l'émancipation, au progrès. Donc il se retourne vers le Moyen-Âge pour dire la présentation que j'en ai faite en 1830 était fausse, c'était illusoire. Il réédite d'ailleurs à ce moment-là les tomes de l'histoire de France en corrigeant ce qu'il y avait de trop favorable au Moyen-Âge. C'est pour ça que c'est important aussi, si on veut lire les textes de Michelet, de se reporter au moment de leur écriture. Oui, je fais une petite incise parce que vous le dites en conclusion et je pense que c'est très important. Vous prenez une position forte théorique dans ce livre contre, on va dire,
un certain penchant littéraire qui consisterait à dire l'œuvre est un bloc et on peut piocher n'importe quelle citation pour trouver des harmoniques et montrer des cohérences, etc. Et vous insistez sur une lecture contextuelle, donc c'est pas l'historien évidemment qui va vous le reprocher, mais ça me paraît important pour dire voilà, une œuvre, y compris avec une nature littéraire extraordinairement séduisante, doit se lire en contexte parce qu'elle a des points d'inflexion, elle ne se correspond pas toujours à elle-même. Oui, surtout pour des œuvres qui s'étalent comme ça. Donc Michelet, même il y a des œuvres de jeunesse qui commencent un petit peu avant 1830 et donc ça court jusqu'en 1874, l'année de sa mort. Donc pour des œuvres qui s'inscrivent dans un siècle aussi riche en événements politiques et aussi dans lequel la littérature reste quand même très très liée à la politique, il me semble absolument nécessaire de rattacher ce qui est écrit à un contexte, une évolution. Si vous voulez, Michelet, c'est vraiment un historien, y compris dans sa façon c'est un historien au sens où chaque moment du présent influe sur ses conceptions. Et donc, il est amené à revenir sur ce qu'il a écrit et à réinterpréter et à déplacer sa pensée. Alors chaque moment, c'est aussi ce moment du début des années 1860 où il lui semble qu'il y a peut-être une brèche entre le régime et l'Église catholique. Renan a publié La vie de Jésus. Il semble qu'on puisse s'engouffrer dans cette brèche et attaquer de front l'édifice clérical. C'est un livre puissamment anticlérical, au point qu'on se demande même comment il a pu paraître à cette époque. Et il a eu du mal à paraître, puisque, je l'évoque rapidement, mais c'est assez connu dans les... il y avait tout de même une censure contre Flaubert et Baudelaire en 1857, c'est-à-dire 5 ans avant la parution de La Sorcière, ont été victimes d'une censure, je dirais, morale. Et dans le livre de Michelet, alors il y a non seulement cet anticléricalisme virulent, mais il y a aussi une façon d'aborder des sujets sexuels, des sujets alors en relation avec l'Église qui était très choquante. Et Michelet a renoncé à publier le livre. Une deuxième édition chez Hetzel, elle aussi a tourné court. Et finalement, c'est Lacroix, l'éditeur belge, l'éditeur des Misérables, l'éditeur de Proudhon. Donc, il a fallu trouver un éditeur pour diffuser le livre qui ne soit pas français. En 1862, donc, il y a une sorte pas de renversement d'alliance, mais disons pas de renversement d'alliance, parce que justement, vous parliez de Renan. Renan, il est quand même, son cours au Collège de France est suspendu. Parce qu'il a dit Jésus, cet homme divin, en 1861, si je ne m'abuse. Et bien sûr, le livre paraît, mais si vous voulez, dans le livre, il n'y a rien parce que la censure n'a pas le même régime en fonction de la nature des publications. Au théâtre, elle est beaucoup plus sévère et dans tous les espaces publics, elle est beaucoup plus sévère. Donc, publier la vie de Jésus ne posait pas de problème, mais faire un cours sur la vie de Jésus, visiblement, c'était quand même excéder la tolérance du régime qui s'était un petit peu desserré par rapport à la morale chrétienne et catholique. Alors, une des dimensions de La Sorcière de Michelet, c'est donc une attaque contre l'Église et donc contre les bûchers de l'Église et l'obscurantisme de manière classique, mais déployée de manière très forte. Il y a une autre dimension que vous soulignez fortement, c'est la dimension sociale. L'idée que la sorcellerie telle que Michelet l'a construit ou l'imagine a prospéré sur le terreau de la misère, sur le terreau de la domination sociale. Je vous propose d'écouter un extrait du chapitre 3, chapitre 3 qui s'intitule « Pourquoi le Moyen-Âge désespéra », qui évoque une figure de sorcière, ou en tout cas celle que Michelet imagine comme étant la sorcière, comme une femme d'un cerf, et du coup, de cette domination sociale naît aussi son affinité avec le monde du surnaturel. Est-ce qu'elle est donc si laide, cette petite femme de cerf, dont l'imagination rêveuse se nourrit de tout cela? Je l'ai dit, elle fait le ménage, elle file en gardant ses bêtes, elle va à la forêt et ramasse un peu de bois. Elle n'a pas encore les rudes travaux, elle n'est point la laide paysanne que fera plus tard la grande culture du blé. Elle n'est pas la grâce bourgeoise, lourde et oisive des villes sur laquelle nos aïeux ont fait tant de comptes gras. Celle-ci n'a nulle sécurité, elle est timide, elle est douce, elle se sent sous la main de Dieu. Elle voit sur la montagne le noir et menaçant château d'où 1000 maux peuvent descendre. Elle craint, honore son mari. Cerf ailleurs, près d'elle, il est roi. Elle lui réserve le meilleur, vit de rien. Elle est svelte et mince, comme les saintes des églises. La très pauvre nourriture de ces temps doit faire des créatures fines, mais chez qui la vie est faible. Cette femme, toute innocente, elle a pourtant, nous l'avons dit,
un secret qu'elle ne dit jamais à l'Église. Elle enferme dans son cœur le souvenir, la compassion des pauvres anciens dieux tombés à l'état d'esprit. Voilà un passage lu par Mathieu Delivera, que je remercie. Ce passage est très intéressant parce que nous montre que ce n'est pas une sorcière indifférenciée, c'est une sorcière qui est femme de serre, qui est à l'ombre d'un château menaçant, qui est dominée socialement et qui du coup a une affinité avec le monde, il dit des anciens dieux, de l'esprit, parce que précisément sa domination sociale est très forte. Oui. Oui, c'est un passage qui est très riche en fait et où on peut apprécier la manière dont Michelet entrelace justement les différentes causalités historiques. Notamment, il y a un détail dans ce passage qui a retenu mon attention. Donc Michelet parle d'une... Alors, il ne situe pas extrêmement précisément dans le temps cette espèce dans sa jeunesse de la sorcellerie. Je pense que ici, on est dans une période, assez floue qui s'étendrait de la chute de l'Empire romain à peut-être la période des Normands et des Sarrasins. Et donc Michelet va décrire la manière dont les campagnes sont de nouveau occupées par un prolétariat rural, si on veut employer un terme anachronique. Et la sorcellerie va naître dans ce contact de ces populations, serviles, avec la nature. Et donc le détail, j'ai été sinueuse là, mais le détail qui a attiré mon attention, c'est que Michelet précise dans ce passage avant la grande culture du blé. C'est-à-dire qu'il perçoit qu'il y a une révolution agricole au Moyen-Âge aussi, qui va déboucher sur des manières de labourer différentes, une exploitation plus intense de la terre, même si évidemment ça n'a rien à voir avec la révolution, l'agriculture industrielle de nos jours, qui va avoir une influence sur les modes de vie et sur les modes de pensée. Donc la sorcière, au départ, c'est vraiment celle qui retrouve la nature après l'écroulement de l'Empire romain et en qui vont se réveiller ces voix païennes, mais qui vont être tout de suite déformées en quelque sorte par la censure que l'Église fait peser, l'interdit que l'Église chrétienne fait peser sur ces coutumes païennes. Et de l'interdit naît le recours à une figure attirante et incarnation de la liberté du défi à l'autorité, qui est la figure de Satan. Et là, vous montrez aussi que Michelet, comme d'autres, comme Proudhon, comme Victor Hugo, voit dans Satan un diable, mais un diable libre, un diable attirant parce que libre. Et du coup, c'est pas une dénonciation d'une sorcière superstitieuse, égarée dans le mal. Au contraire, c'est une forme d'exaltation d'une sorcière qui trouve en Satan une manière de défier l'autorité. Exactement. Ça, au XIXe siècle, cette vision-là de Satan, elle est assez fréquente, même chez Baudelaire. Vous avez aussi cette idée, cette politisation finalement des mythes chrétiens. Je pense là tout de suite en vous écoutant au poème des Fleurs du Mal qui s'appelle Abel et Caïn, dans lequel la race d'Abel d'un côté, j'emploie les termes de Baudelaire, race signifiant la descendance là. D'Abel est rattaché au dominant, au profiteur, tandis que la race de Caïn, qui est celle des ouvriers, disons, de ceux des damnés de la terre, pour reprendre les paroles de l'Internationale. Donc, qui sont elles-mêmes significatives de ce rattachement des thèmes de l'enfer, le diable, au thème de la misère et de l'enfer que vivent les pauvres au XIXe siècle. Donc oui, le thème de la sorcellerie se prêtait à cette lecture sociale après la Révolution française et après les autres révolutions du XIXe siècle. Je rappelle qu'on a reçu il y a quelques semaines à ce micro Éric Fournier qui a écrit sur les spectres révolutionnaires et sur une autre manière dont le surnaturel est politisé au milieu et à la fin du XIXe siècle. On a évoqué la sorcière et sa féminité. Et alors, il y a beaucoup de passages dans le livre qui renvoient, parce que c'est une question complexe, on a commencé à le dire. En vous lisant, on a l'impression que la sorcière est un peu une manière pour Michelet de dénouer ses propres contradictions. Il se veut Philogyne, il se veut appréciant les femmes, vivant à égalité avec son épouse. Mais il a aussi des conceptions essentialistes et qui nous paraissent rétrogrades à beaucoup d'égards. Et du coup, la sorcière est à la fois une figure, qui
qui lui permet d'attribuer à l'Église tout ce qu'il y aurait de mauvais chez les femmes, ou tout ce qu'il y aurait de faible ou de fragile chez les femmes. D'une certaine manière, c'est l'Église, en stigmatisant les sorcières, qui l'aurait créé. Et on retrouverait dans la sorcière une sorte de femme originelle, plus libre, et qui l'idéalise du coup. Je ne l'ai pas formulé comme ça, mais c'est intéressant la manière dont vous le reformulez. Alors, une chose qui m'importait aussi avec ce livre, c'était de montrer, l'impureté idéologique dont parfois je trouve que certains discours, certaines tendances de notre temps, sont trop, ont une vision un peu trop raide, trop rigide. Je pense que les idées progressistes, elles cheminent aussi dans des conceptions qui ne sont pas des conceptions complètement correspondant à l'orthodoxie morale de notre temps. Hein. Donc, Michelet, c'est quelqu'un qui fait partie de son temps. Hein. Les années 1860 sont des années qui voient la première vague du féminisme vraiment, importante. Hein. Il y en a eu une première vers 1830, mais 1860, ça prend vraiment, consistance, ce féminisme. Et je crois que, je le dis parfois à mes étudiants, c'est que ça fait peur aux hommes de cette époque, cet activisme féminin, cette revendication, et ça va déboucher sur la création de mythes féminins de la décadence ou de la fin de siècle, hein, l'apparition de la femme fatale, la figure de la sorcière qui lui est liée, qui exprime cette peur, donc renforcée par la conscience d'une combativité nouvelle des femmes. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette figure de la sorcière chez Michelet, elle participe à la fois, d'une certaine manière, d'une peur liée au genre de Michelet, le genre masculin de Michelet, mais qui n'est pas incompatible avec une forme de discours qui, vous l'avez évoqué pour commencer, contient des aspects très modernes de la revendication féministe, du point de vue féministe sur la science et sur le monde. Et notamment donc l'écoféminisme. Il y a dans La sorcière de Michelet quelque chose de très troublant pour un historien, qui est qu'il admet lui-même, qu'il suspend en quelque sorte son propre rapport sceptique au monde, à la vérité, qu'il est dans un dialogue avec des choses magiques et des formes de croyances assez, un dialogue assez direct. Il ne juge pas les formes de croyances passées, et il imagine, et c'est vraiment la chose très originale, il imagine une sorcière, une biographie de sorcière sur 300 ans, qui serait une seule et même personne, dont il suivrait comme ça des avatars, ce qui n'a rien évidemment d'historien au sens strict du terme. Il utilise l'expression d'un léger fil fictif qui relierait les différents avatars de la sorcière depuis l'époque de la chute de l'Empire romain jusqu'au XIIe siècle en gros. Voilà, on aurait comme ça des figures qui seraient à la fois toujours la même et toujours une autre, mais produites de son imagination plus que de sources travaillées et critiquées comme historien. Alors c'est très surprenant, et en même temps, vous dites, d'une certaine manière, ça marche. Alors, je trouve que ça marche. Je trouve que, assez paradoxalement, ça relativise ce qu'on disait tout à l'heure sur l'essentialisation de la femme. Parce que, justement, en créant ce fil fictif, il va parler d'une femme. Et il va lui donner un corps, il va lui donner une histoire. Et c'est la femme de Serre qu'on a entendue tout à l'heure. Voilà. C'est un petit fragment de cette biographie imaginaire. Oui, exactement. Qui va s'enrichir à un moment, qui va être après complètement exclu du village, violemment d'ailleurs. Et c'est une manière de donner corps et donc de rendre tous les discours sur la sorcellerie tous les discours. Voilà que je généralise moi aussi, mais une partie, disons, les discours majoritaires de son temps sur donc à l'époque de Michelet, il y a essentiellement 3 auteurs qui, dans les années qui précèdent immédiatement le livre de Michelet, ont écrit des histoires de la sorcellerie ou de la magie. C'est Louis Figuier, c'est Alfred Maury et c'est Charles Loindre. Mais vous voyez, pour moi, c'est capital de passer d'une histoire de la sorcellerie, vue comme aberration, disons, de l'esprit humain, comme entité opposée à la raison, et de raconter comment, petit à petit, justement, les Lumières vont triompher, et d'adopter le point de vue sur une femme. Donc au prix de cette transgression historienne majeure, d'adopter, comme il le dit, ce léger fil
film, pourquoi pas, film fictif. Ça a été adapté en téléfilm d'ailleurs, La Sorcière. Oui, j'ai vu ça, mais j'ai jamais vu le téléfilm. Donc, c'est une façon à la fois de raccorder l'histoire générale aux différents avatars de la sorcellerie, et c'est une façon de l'aborder donc en la féminisant, ce qui est aussi un des gestes déterminants, à mon avis, de Michelet par rapport au mythe actuel de la sorcellerie. Pour terminer, votre livre a comme couverture un tableau de Paul Sérusier. Est-ce que c'est vous qui l'avez choisi ? Que dit ce choix graphique ? Oui, c'est moi qui l'ai choisi. J'aime beaucoup ce tableau. La couverture en montre un détail suffisamment d'ailleurs parlant. Alors pourquoi est-ce que je l'ai choisi ? D'ailleurs plastiquement, je l'aime beaucoup, cette espèce de champ du rouge et du vert. Oui, je vais le décrire un petit peu. On voit dans une forêt 3 femmes. L'une d'elles est agenouillée devant une sorte d'autel en mousse au bruit d'une flamme avec une coupe à la main. 2 autres semblent ses assistants dans un rituel naturel en quelque sorte. Alors le plus simple, c'est de dire que pour moi, ça faisait directement écho au passage que vous avez lu ou à des passages qui sont proches, à savoir cette résurgence des croyances païennes au moment de cet habitat, de cette dispersion de l'habitat des serres. Et donc, pour moi, c'était une illustration, si vous voulez, de cela. Et puis, ce qui était très important aussi, c'était de ne pas tomber dans une illustration du folklore, de la sorcellerie, avec les sorcières sur les balais ou les sabbats avec le diable bouc. C'était aussi de décaler ces stéréotypes de la sorcellerie en les ramenant vers une image qui montrait à la fois la pluralité des femmes, puisque comme vous l'avez dit, il n'y a pas une sorcière, il y a 3 femmes sur la couverture, et 3 femmes qui se livrent à une activité un peu mystérieuse. On pourrait presque voir dans l'espèce de petit bloc moussu sur lequel se déroule la cérémonie une sorte de figure anthropomorphe, de monstre aux yeux fermés. Et voilà, je trouvais que c'était plus évocateur et plus mystérieux que quelque chose de plus explicite. Alors, il faut rappeler que les sorcières réelles, entre guillemets, ou en tout cas la façon dont les sorcières ont été condamnées, en particulier à l'époque moderne, ont été étudiées par beaucoup d'historiens, notamment Carlo Ginzburg. C'est d'ailleurs sans doute l'auteur avec lequel il y a le plus d'affinité, oui. Michelet-Ginzburg, parce que Ginzburg lui-même, dans le Sabbat des sorcières notamment, n'a pas une attitude totalement, rationaliste serait pas le bon terme, mais en tout cas, il prend au sérieux la possibilité qu'il y ait eu des pratiques qu'il avait étudiées dans ses livres précédents, de fertilité rurale, de rapport des femmes et des hommes de ces époques au monde naturel. Voilà, cette manière de le prendre au sérieux, ça dessine aussi un petit peu quelque chose de la façon dont on peut lire Michelet aujourd'hui, si je vous lis bien, c'est-à-dire ni comme un historien sérieux sur le sujet qu'il n'est pas tout à fait, puisqu'il n'avait pas les ressources pour l'être, ni comme un pur morceau de littérature, mais dans un entre-deux, plus stimulant que objet littéraire refroidi ou objet scientifique fiable qui ne pouvait pas tout à fait être. Alors, je conteste comme un tout petit peu quand vous dites pas le lire comme un historien sérieux, pas le lire comme un historien actuel, je dirais. Dans mes travaux sur Michelet, effectivement... Je parle de ce livre sur la sorcière, pas de Michelet en général. Oui, mais même ce livre sur la sorcière, donc évidemment qu'il est en décalage par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui sur la sorcellerie. Je dis souvent, mais comment voulez-vous que Michelet, qui travaille encore tout seul, à une époque où il défriche des sujets, puisse tenir le même discours et avoir le même niveau, de connaissances factuelles, positives, que des gens qui, 150 ans après lui et plus peut-être maintenant, s'appuient sur des recherches collectives mondiales qui, évidemment, élèvent considérablement le niveau de la connaissance, je dirais, factuelle. Alors, pas un historien sérieux, je conteste quand même un tout petit peu, parce que même si donc certaines de ces hypothèses ont pu être contredites par la recherche ultérieure, il y a chez lui ce qui est très précieux, c'est cette espèce de créativité, pour le coup, historienne, qui l'amène à mettre en relation des faits, des phénomènes, qui donnent des idées et qui
Alors pour revenir sur Ginsburg, oui, Ginsburg, c'est effectivement, et même pour moi, ça a été, peut-être une des lectures qui est à l'origine de mon désir d'écrire ce livre. Le sabbat des sorcières, pour moi, ça a été un choc de le lire, et de lire aussi quelque chose que Michelet aurait pu dire, c'est-à-dire, Ginsburg dit, dans le fond, toutes les histoires de la sorcière, elles adoptent le point de vue, elles se concentrent sur les inquisiteurs, sur les bourreaux, et elles font des sorcières des doubles victimes, à la fois victimes parce qu'elles ont été brûlées et torturées et accusées faussement, mais aussi parce que on leur retire finalement toute espèce d'autonomie, oui, et donc, l'idée de Ginsburg, c'est qu'il pourrait y avoir, bien sûr, il ne va pas revenir sur toute l'injustice et l'aberration de la construction inquisitoriale, mais qu'il pourrait y avoir un noyau qui renverrait à d'anciens cultes agraires et voire d'une mythologie eurasiatique. Ça m'a passionnée et j'y ai retrouvé cette volonté de Michelet de dire qu'il y a quand même au départ une forme d'implication du peuple. Ici, donc, cette révolte qu'il raconte dans la première partie de son livre. Merci beaucoup. Est-ce que pour terminer, vous auriez un conseil de lecture que vous voudriez partager ? Eh bien, tout à l'heure, on a évoqué le livre de Vincent Robert, La petite fille de la sorcière, sur La petite Fadette. Il doit dater de 2016 ou quelque chose comme ça. Et là encore, c'est vraiment une lecture qui, pour moi, a été très, très, très éclairante, dans laquelle Vincent Robert montre avec beaucoup de subtilité le lien entre La petite Fadette de George Sand et les débats politiques de la Seconde République, et montre comment cette figure de la sorcière, il va jusqu'à la rapprocher de celle de Marianne, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, et le livre est très bien écrit et se lit vraiment comme un roman. Merci beaucoup Paul Petitier. Je rappelle le titre de votre livre, La pensée sorcière, Michelet 1862, aux éditions du CNRS. Merci d'avoir écouté l'émission. Rendez-vous sur le site parolehistoire.fr pour retrouver l'intégralité des épisodes et des séries thématiques. Rendez-vous également une semaine sur deux le vendredi avec Alexandre Jublin sur le fil du collimateur pour le podcast d'histoire de la guerre et des conflits armés, Le fil de l'épée. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur le podcast, notamment sur iTunes ou Spotify. Et à bientôt pour un nouvel épisode.